Bonjour Jérôme Bonnel. Bonjour Agathe. Bonjour Galatea Bellucci. Ça va bien ? Ça va bien. Merci, ça va très bien, très bien. Je suis ravie de vous avoir au micro de Quartier Libre, puisqu'aujourd'hui vous présentez pour la 48e édition du Poitiers Film Festival La Condition. C'est une de vos dernières dates en avant-première. Ça s'est bien passé toute cette tournée ? Ça a été intense et globalement ça s'est très très bien passé. Alors ça sort le 10 décembre en salle, donc très bientôt, la semaine prochaine. On est ravis puisqu'on a plein de choses à vous raconter, plein de choses surtout à vous demander. Déjà Jérôme, vous êtes déjà à votre 8e long métrage, mais vous avez commencé comme beaucoup avec des courts métrages. Oui. On parle beaucoup au festival des jeunes cinéastes, on met la lumière sur les jeunes cinéastes. Comment vous, ça s'est passé ce passage du court au long métrage ? Très rapidement dans mon cas, mais j'ai eu du bol parce que j'écrivais déjà beaucoup et j'avais déjà mon premier scénario de long dans les tuyaux alors que je faisais des courts-métrages et que c'est une forme avec laquelle j'étais peu à l'aise et j'arrivais pas à être profond en peu de temps. Surtout que j'ai eu peu d'argent pour les tourner, donc c'était toujours 1 jour ou 2 jours de tournage, donc c'était des films très courts. J'ai toujours trouvé ça moins difficile, difficile d'écrire un film, mais quand même un peu moins difficile d'écrire un long qu'un court, me semble-t-il. Et qu'à l'époque, ça remonte, j'ose pas vous dire en quelle année c'était, c'était en 2001 que j'ai fait mon premier long. Vous aviez 24 ans, je crois bien. J'avais 23 ans. 23 ans. Et j'ai réussi à le faire parce que ça coûtait très peu d'argent et qu'à l'époque, c'était dur de faire des films, peut-être un peu moins dur que maintenant. Mais on a réussi à le faire parce que vraiment, c'était très peu coûteux, quoi. Galatea, pour le coup, vous avez commencé à jouer très jeune, dès l'âge de 9 ans. C'est quoi cet amour pour le jeu ? Il vient d'où ? En fait, j'ai commencé mon tout premier rôle au cinéma, qui était un tout petit rôle, c'était dans un film de Jérôme, qui s'appelle Les Yeux Clairs. J'avais 6 ans ou 7 ans, je ne sais plus. Waouh. 6, voilà. Non, et après, l'amour du cinéma, il s'est un peu concrétisé déjà en tant que spectatrice d'abord, et après, parce que c'est marrant de jouer, on retrouve un truc un peu enfantin. On essaye en tout cas de retourner à l'enfance, en gros, trouver cette vérité quand on joue, quoi. Et alors maintenant, plus du tout 6-7 ans, ça fait quoi de rejouer dans un film de Jérôme ? Là, c'est vraiment un travail. Avant, c'était plus juste une expérience, si je peux le dire comme ça, même si j'en garde des très bons souvenirs. Là, c'est voir les méthodes de travail, comment tu travailles. On réfléchit ensemble à l'histoire et à l'approche du personnage. Et même, on a la chance de pouvoir parler aussi beaucoup de ce que tu racontes, de la mise en scène. Donc, c'est très intéressant, ouais. La Condition, on va raconter un petit peu l'histoire tout à l'heure, mais c'est une adaptation du roman Amour de Léonore de Recondo. Comment, à la première lecture, Jérôme, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à la toute première lecture de ce roman ? À la toute première lecture, c'était pas si évident parce que j'ai adoré le livre et j'ai éprouvé une empathie folle pour les 2 personnages féminins, tout en me disant, mon Dieu, si un jour j'ose m'emparer de ça. Enfin, c'était un long chemin, à la fois pour me sentir capable, pour me sentir légitime, tout en me disant petit à petit que c'est comme c'est une histoire qui se passe en 1908, donc film d'époque. Et je me dis, si ce film devait exister un jour, il faudrait que son ambition profonde soit de raisonner avec des questions qui nous animent aujourd'hui. Et le temps a passé, j'ai fait d'autres films, je l'ai relu, j'ai pris des notes, j'ai rencontré Léonore, et là la rencontre a été vraiment très forte. Et vraiment, je suis vraiment très très reconnaissant parce qu'elle m'a fait confiance et qu'elle m'a laissé très libre surtout, de m'en emparer, de déplacer, puis surtout qu'il fallait que je questionne aussi mon regard d'homme sur cette histoire et que ça a été ma porte d'entrée. C'est que l'empathie pour les personnages féminins ne suffisait pas, il fallait que je regarde un peu au fond de moi-même, un peu au fond des hommes et un peu de comment la société a façonné les rapports hommes-femmes depuis des siècles, quoi. Voilà. Et que c'est tout ce qui m'intéressait le plus. Et alors, quelle part de liberté il y a dans ce film et comment vous avez travaillé avec l'autrice ? En fait, on n'a pas travaillé ensemble, elle a lu le scénario, elle m'a dit des trucs super. Et elle m'a, en questionnant 2-3 points comme ça, mais vraiment, et c'était super, on s'est vu une fois, et après je ne l'ai pas revue jusqu'au montage où elle est venue à la toute fin. Elle m'a pris dans ses bras et elle m'a dit je suis tellement ému de voir mes personnages en chair et en os, et en même temps tu as vraiment fait ton film, je me sens pas dépossédé, donc je pouvais pas être plus ému, quoi. Et vraiment, c'est une générosité magnifique, quoi. Galatea, toi, quand tu as reçu le script, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? Qu'est-ce qui est venu tout de suite quand tu as su que tu allais jouer le rôle de Céleste ? En tout cas, entre ma lecture du scénario et le moment où j'ai su que j'allais faire le film, il y a eu du temps, il y a eu des essais et des séances de travail où j'ai même rencontré Louise Cheviotte qui joue Victoire, parce qu'on a fait les essais ensemble.
voilà. Et quand j'ai lu le scénario, je trouvais que c'était un scénario quand même très dur et émouvant. Et je trouvais intéressant comment la violence que subissait mon personnage était muette et du coup devenait encore plus violente. Et c'est toute la violence dans le film. Et voilà. Alors on va justement rentrer dans le vif du sujet. Donc La Condition, c'est un film d'époque, on l'a dit, ça se déroule en 1908. C'est l'histoire de deux femmes, Céleste, une employée qui est la bonne, en fait employée chez Victoire et André, et Victoire, qui est l'épouse modèle, mais qu'elle n'arrive pas à être si modèle que ça. Deux femmes où on a l'impression que tout se sépare, quoi, mais en fait elles vivent sous le même toit, il va se passer beaucoup de choses, et elles défient les conventions de l'époque. Si on parle déjà du titre, à la fois c'est une première liberté puisque c'est pas le titre du roman de l'autrice, et puis c'est à la fois la condition des femmes, j'ai l'impression, mais c'est aussi la condition qui va se dérouler tout au long du film. Pourquoi le choix de ce titre ? Justement parce qu'il est polysémique, il a plein de sens et que j'ai mis beaucoup de temps à le trouver. C'était pas facile de trouver un titre. Et que j'avais envie d'une résonance politique. Le livre de Léonore, il a été écrit il y a 10 ans. Et que je pense que tourner ce film-là en 2025, enfin 2024, on l'a tourné, il sort en 2025. Il fallait un titre. Parce que le titre du livre, c'est Amour, qui est aussi un titre polysémique d'ailleurs, parce qu'Amour, ça a tellement de sens. Et avec Amour au pluriel, absolument. Et je m'étais dit, alors déjà, il y avait Anneke qui était passé par là, et donc le titre était déjà pris. Mais au-delà de ça, je pense que je l'aurais changé. Et tout ça avec l'accord de Léonore, qui m'y a encouragé, sans problème. Parce que je voulais, oui, voilà, c'est toujours dans l'idée que ce film résonne avec... Alors, c'est aussi très, très lié à la fin du film, que je ne peux pas dévoiler, mais qui est pour moi une image politique, voilà, qui m'est venue pulsionnellement. La pensée est venue ensuite. Enfin, je me suis aperçu après que c'était politique. C'était d'abord une envie très forte. Et je pense que le mot condition, du coup, il résonne avec tout ça, quoi. Galatea, est-ce que vous avez lu le livre ? Maintenant, je peux dire que j'ai lu le livre. Parce qu'en fait, pour la préparation du film, comme il y avait des différences dans le livre et dans le scénario, Jérôme, tu nous avais dit que c'était libre à nous de le lire ou pas. Louise et moi, on a compris que c'était un peu déconseillé, mais en fait, c'était vraiment libre. Et du coup, on en a profité, en tout cas, pour pas le lire tout de suite et pour se garder ce plaisir pour plus tard, oui. Et alors, vous en avez pensé quoi à la lecture de ce livre ? Je trouve que c'est un très beau livre, que c'est très fort et que c'est intéressant de voir comment on retrouve en même temps le scénario et en même temps, il y a d'autres détails, d'autres sensations, en fait, je sais pas comment dire, mais qu'on retrouve en même temps le film. Et du coup, c'est amusant en même temps on va pas associer le mot amusant à ce livre, mais c'est quand on a fait le film, de voir toutes les images qu'on a, des lieux. Nous, on a même les couloirs, quand on sait quelle chambre mène à quelle chambre. Donc, de voir ça, c'est assez fort, en vrai. D'ailleurs, ça a été tourné où, ce magnifique château, il se trouve où ? C'est le château de Vatimesnil, il se trouve dans l'Eure, en Normandie, du côté de Vernon et Gisors. Et il y a eu un choix, pourquoi cet endroit-là ? Pour des raisons, parce que c'est magnifique, et puis c'est pas facile de trouver un endroit qui soit... Alors ça, c'est des questions de déco, c'est des questions de budget aussi, parce que dès qu'on trouve un endroit, on cherche un endroit ancien, si c'est vraiment dans son jus, dans le passé, en général, c'est des endroits qui sont délabrés, donc il y a beaucoup d'interventions déco à faire. Ou alors, à l'inverse, ils sont très beaux de l'extérieur et complètement refaits à neuf à l'intérieur, ce qui est tout autant d'interventions, ce qui est même impossible. Donc il fallait trouver une chose à peu près entre deux. Et voilà, et on a trouvé cet endroit qui était assez miraculeux et très beau. Pour moi, ce film, c'est une ode à la liberté, à une époque où les femmes n'ont pas du tout leur place. Et c'est le portrait même, pour moi, pas de 2 femmes, mais de 3 femmes. À la fois des femmes qui sont libres, qui sont indépendantes et qui sont fortes. À la fois, il y a Céleste, Victoire, mais aussi le personnage de la mère d'André. Mais c'est aussi l'histoire d'une emprise d'un homme sur ces femmes-là, sur ces 3 femmes-là. Et tout à l'heure, vous avez parlé justement du fait que vous étiez un réalisateur homme. Et hier, dans une interview, une présentation de séance, vous avez dit que c'était aussi ce film un moyen de... en fait, vous serez jamais une femme, donc en fait, c'était aussi un peu ça. Ma question, c'est comment vous avez réussi à trouver votre place en tant que réalisateur homme ? Le piège, ça aurait été de se substituer au regard féminin et de dire j'ai tout compris, j'ai de l'empathie pour les femmes. Évidemment, j'ai de l'empathie pour les femmes. Évidemment, je me sens féministe. Mais vous savez bien que quand un garçon dit je suis féministe, il a beau être très sincère, ce qui est mon cas, très vite ça devient un petit peu trop fastoche de le claironner. Et que d'avoir un vrai regard, un vrai discernement sur son privilège masculin,
très franchement, c'est impossible. Et que je me suis rendu compte que s'il y a bien une raison pour laquelle j'ai fait ce film, c'est parce que je ne saurais jamais ce que c'est que d'être une femme. Et je remercie encore Léonore de Recondo parce que depuis mon tout premier film, et c'est le cas dans tous mes films, j'ai toujours eu l'envie de rebattre les cartes du masculin et du féminin. Alors de façon plus ou moins discrète, plus ou moins sûre, parfois, même de façon parfois plus sûre que sur certains films que dans d'autres, mais que je ne serais jamais allé aussi loin sans le travail de Léonore. Il y a le personnage d'André, qui est interprété par Swan Arlo. C'est un personnage violent, verbalement, physiquement. C'est un personnage, en tout cas, moi, qui m'a mis très mal à l'aise. Je pense qu'il met mal à l'aise beaucoup de personnes qui voient le film. À juste titre, parce que il est question de viol, en fait. De Céleste, mais même de sa propre femme. Et en même temps, il y a ce personnage qui a une espèce de dualité, puisque il essaie de montrer qu'il y a une certaine douceur parfois dans ses propos. Comment vous avez travaillé ce personnage un peu double ? En fait, ce qui m'intéressait, et c'est pour ça que je l'ai proposé à Swan d'ailleurs, parce que Swan, c'est quelqu'un qui naturellement provoque de l'empathie, dégage de la fragilité. Et ce qui est intéressant avec ce personnage, et ce qui est d'autant plus violent pour moi, c'est que c'est un homme qui se comporte extrêmement mal, mais qui passe son temps à se donner bonne conscience. Il passe son temps à minimiser, à s'arranger avec la vérité, à se raconter une autre histoire. Et pour moi, c'est d'autant plus violent. Pour moi, ça résonne avec la bonne conscience que je crois, se donnent tous les hommes depuis des siècles et des siècles. Mais même les hommes bien, hein, même quand on est un homme très bien, je pense que sociologiquement, les rapports ont été façonnés de telle façon entre les hommes et les femmes que je crois que de leur côté, les femmes étaient plus ou moins condamnées à subir ou à se battre, pendant que les hommes étaient condamnés à se donner bonne conscience. Et mon but, c'était qu'on s'identifie à lui, même si on n'en a pas envie. Et que sa fragilité aussi permettait de montrer un personnage qui est aussi pris entre le marteau et l'enclume du monde viril, c'est-à-dire qu'il a du mal à trouver sa place, et que ça augmente une forme de perversité, parce que c'est une façon de montrer des raisons, ou les raisons qui se racontent pour se comporter comme ça, et que ces raisons, ces explications deviennent extrêmement dangereuses quand elles passent pour des justifications ou des excuses. Et là, c'est le début de l'emprise. Et qu'en même temps, je voulais ce vacillement de la perception. C'est-à-dire que de temps en temps, comme Swan, il a beaucoup de charisme, qu'on soit tenté, voilà, qu'il y ait le risque de l'empathie. Donc ça veut dire l'humaniser, mais sans le défendre. Donc c'est vraiment sur le fil du rasoir. Et qu'on soit dans la tentation de l'empathie, même si vraiment il se comporte comme un salopard, comme si on subissait sa perversité, quoi. Voilà. Et je voulais pas d'une vision confortable de la violence. Je voulais pas d'un personnage qu'on soit à l'aise d'emblée de détester. Je voulais vraiment raconter un truc des hommes en général, en fait. Voilà. Même si, évidemment, la plupart des hommes sont pas comme lui. Galatea, justement, à la lecture du script, comment vous avez perçu ce personnage, vous ? Et aussi d'imaginer jouer avec ce personnage-là ? J'ai vu beaucoup de violence. Je me suis pas trop... mais je trouvais un peu étonnant à la lecture. Moi, ça me perturbait ce côté humain. C'est quelque chose qui est un peu difficile d'accepter, que les monstres font partie des humains. Hein, c'est ça. Et ça, je pense que dans mes réflexions face à moi-même, j'ai dû travailler ça. Je trouvais ça un peu perturbant. Ouais, ça m'a perturbé, quoi. Et comme je pense que ça perturbe aussi le spectateur, finalement. Du coup, c'était très bien écrit. Non, y a un autre personnage dont j'avais envie de parler, c'est Victoire, qui est qui a un personnage à la fois comme à l'image de l'époque, donc soumise à la domination masculine, et en même temps on aperçoit une forme d'indépendance, de liberté, notamment avec deux répliques moi qui m'ont beaucoup marqué. C'est quand son mari lui dit « je pourrais être méchant, j'en ai le droit », et qu'elle lui répond « et moi je devrais être gentille », et aussi quand elle menace de divorcer et qu'elle insiste sur le fait qu'elle pourrait le faire et qu'elle en serait capable. Ce personnage, comment vous l'avez écrit avec à la fois cette soumission de l'époque et en même temps cette envie de liberté? Il était très compliqué à écrire et très passionnant, parce que là, pour le coup, comparé au personnage de Céleste que joue Galatea, Céleste, elle n'a pas le droit à la parole, et je pense qu'elle est beaucoup plus préparée à ce que la vie soit dure, vu son milieu. Enfin, personne lui a dit qu'elle connaîtrait le bonheur. Alors que dans la bourgeoisie, il y a tout un tas de salades qu'on se raconte, il y a tout un tas d'hypocrisie, et tu vas épouser un bon mari, et tu es consentante, alors qu'en fait, c'est probablement un mariage forcé, avec l'illusion du consentement.
Donc, et comme on est dans le monde du paraître, le monde bourgeois, où on dit une chose pour une autre, on met ses émotions à distance, on maintient les filles dans l'ignorance. Donc, je pense que c'est un personnage qui a du mal à avoir les contours de sa propre vérité et à connaître ses émotions profondes, parce qu'on l'en empêche tout le temps. Et en même temps, elle a cette espèce d'instinct très sourd de se rebeller, comme elle peut, très discret, et que c'est plus fort qu'elle, et que comme elle peut, elle arrive à mettre son mari insistant à distance, enfin pas tout le temps, mais parfois elle y arrive, et qu'on sent quand même qu'il y a une intelligence, un appétit culturel. Par exemple, elle dit Madame Bovary, alors que on s'est dit dans le film que sa tante l'empêchait de lire quand elle était petite, et que c'est les personnages de l'histoire qui évoluent le plus, donc, et c'est le plus complexe. Et Louise s'en est emparée de façon vraiment impressionnante, quoi. Parce qu'elle a vraiment... Et c'est aussi le cas de Galatea, il y avait une prise en charge des personnages très impressionnante. C'est les discours aussi qu'on faisait des femmes de cette époque, de penser qu'elles n'avaient pas ces pensées-là. Je sais pas comment... Que c'était révolutionnaire, mais en fait, non, c'était chez toutes les femmes. Tu veux dire qu'il y avait plus de rébellions qu'on peut le croire, ou de rébellions secrètes ? Oui, de rébellions secrètes, oui. Peut-être. C'est une question, je sais pas. Peut-être, et en même temps, je pense que la société était tellement violente qu'il devait y avoir des femmes complètement soumises et qui devaient vivre dans l'illusion qu'elles étaient heureuses, que c'était comme ça qu'il fallait faire. Oui. Il fallait tenir sa maison, il fallait contenter son mari. C'est aussi un discours qu'on a gardé tout au long de l'époque, de penser que ces femmes-là étaient comme ça, pas rattachées à leurs désirs, pas rattachées à leur à un sentiment d'indépendance, alors qu'elles l'avaient dans le fond, mais qu'il fallait quand même continuer. Ouais. Tu veux dire, mais est-ce qu'on avait conscience qu'on les empêchait de ressentir des choses, ou on les empêchait d'avoir accès à une identité Je pense qu'on les écoutait pas, mais qu'elles avaient ça. Ah oui, ça c'est possible. Oui, c'est ça. En fait, c'était secret, quoi. Elles avaient sûrement ces pensées, mais elles pouvaient pas les exprimer, quoi. Même si on les écoutait pas, même c'est si ça. Elle dit, lui, elle le dit. Et au final, ça lui fait pas très peur à lui. Mais on les mettait toujours dans des positions intenables, et j'en viens au personnage que joue Emmanuelle DeVos, qui est donc la mère de Swan Arlo dans le film, qui elle, au contraire, s'en est sortie par la rudesse et par l'autorité, et du coup elle passait pour une méchante, et que c'est toujours pareil, jamais on reprocherait à un homme d'être autoritaire, enfin à cette époque-là. Et les femmes, on leur pardonne pas, donc c'est jamais... Enfin voilà, c'est intenable, quoi. Justement, la question de la parole, parce qu'à la fois il y a Céleste qui ne parle quasiment pas, longtemps elle est quasiment muette, et il y a la mère qui est complètement muette. Il y a cette idée de couper la parole aux femmes aussi dans l'écriture de ces personnages. Oui, il y a ça, c'est l'idée de la bourgeoisie, et en même temps, ça m'amusait beaucoup de faire d'Emmanuelle un personnage muet, parce qu'elle a eu dans l'histoire, elle a eu un AVC, elle peut plus parler, elle est muette. Mais paradoxalement d'en faire le personnage le plus frontal de cette maison, qui est une espèce de franc-parler alors qu'elle parle plus, en écrivant sur son ardoise, elle communique en écrivant sur une ardoise, et tout ce qu'elle dit est sans détour, et je trouvais ça, et on s'est beaucoup amusé à faire ce personnage avec Emmanuelle. Ouais. Et puis vraiment elle écrit 3 mots qui suffisent à en dire beaucoup, quoi. Absolument. Le personnage de Céleste, Galatea, comment vous avez réussi à l'interpréter, puisque en effet il y a très peu de paroles, donc tout se passe un peu dans le regard et dans la posture. Comment vous avez travaillé ça ? Quand on travaille avec Jérôme, on a le temps de faire beaucoup de mise en place et du coup de chercher tout ce qui vient plus instinctivement chez nous à travers les gestes. Donc ça, c'était une partie du travail, et de parler beaucoup du personnage et aussi de son histoire. Et en fait, c'est à partir du moment où justement elle fait la rencontre. Ah non, j'ai pas le droit de raconter ça. Okay, la rencontre de Victoire, qu'on découvre en fait, et qu'elle-même, pour la première fois, parle. Et ça, c'était un truc qui est assez fort. Oui, ça, je pense que je peux le dire, c'est que la rencontre de Victoire et Céleste est l'occasion la rencontre est forte, et de se rencontrer elle-même en plus, voilà. Pour la première fois. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une question de lutte de classe. Il y a aussi la question de la religion qui vient, encore une fois, ne pas laisser la place à la parole. Ça, c'était important aussi de le mettre... La religion, c'est vraiment le truc. Je crois que ça date de la sédentarisation. Parce qu'il y a des historiens qui disent, et Dieu sait si on sait peu de choses là-dessus, qu'il y avait beaucoup moins de sexisme du temps où les gens étaient nomades, parce que la survie du groupe était primordiale. Et qu'à partir du moment où on a commencé à poser ses valises, posséder des terres, construire une maison, construire des églises au passage,
que la religion a été un espèce d'alibi en or pour contrôler la sexualité féminine à laquelle les hommes comprenaient à peu près rien, et que ça a été un terrain de pouvoir, mais vraiment... et le nombre de conneries qu'on a pu dire, je parle pas de la foi, hein, là, la foi je trouve c'est un truc magnifique, le nombre de conneries qu'on a pu dire au nom de la religion et de toutes les religions depuis le début de l'histoire de l'humanité, c'est aberrant quoi. Et c'est très violent, et il y a un personnage, il y a une scène avec un curé qui est merveilleusement joué par Jean-François Sivadier, et avec Louise Chevillotte. On l'a dit tout à l'heure, c'est un film qui se passe en 1908, il sort en 2025, alors c'est évidemment un film d'époque, mais finalement ça fait un peu écho à encore des tas de situations de femmes qui sont sous l'emprise d'hommes. Pourquoi avoir eu envie de faire un film là-dessus en ce moment, maintenant ? Parce que on peut pas être indifférent à une telle violence, et que moi, ce qui m'intéressait, c'est à travers le film d'époque, c'est non pas de regarder le passé, c'est de regarder l'intemporel. De dire que, hélas, il y a quelque chose qui durera toujours. Ça prend d'autres formes, ça prend d'autres visages, parce que les codes ont changé, la sociologie évolue, mais il y a quelque chose malheureusement, qui a été défini, qui date peut-être de la sédentarisation, hein, qui était le début du capitalisme. D'ailleurs, on sait très bien qu'il y a un lien entre patriarcat et capitalisme, mais que je trouvais encore plus vertigineux à regarder d'un peu plus loin, quoi. Voilà. Alors là, j'ai envie de parler un petit peu plus des décors, donc c'est un film d'époque. Je trouve qu'il y a plein d'éléments évocateurs et fidèles à cette époque. Moi, je pense à cette scène autour de la protection hygiénique de l'époque. Il y a aussi évidemment toutes ces lumières, les lumières de la nuit qui sont en fait des bougies. Quelle part il y a eu sur la recherche de tous ces accessoires et de tout ce qui se faisait à l'époque ? De toute façon, oui, je me suis documenté, on s'est tous documentés avec la déco. Moi, ça m'intéressait beaucoup de savoir comment, quand les femmes avaient leurs règles, comment elles se protégeaient, parce que moi, je ne savais pas du tout. Donc c'est en cherchant que j'ai découvert cette espèce de grande bande de ce linge qui est fait en je ne sais plus quelle matière, avec cette épingle à nourrice, et de montrer à quel point c'est une tannée, en plus d'être corseté, de devoir... Et donc il y a une scène qui décrit tout ça, qu'on a fait main dans la main avec Louise, parce que je voulais aussi raconter forcément un peu mon ignorance de garçon. Et que c'est une scène, je pense que c'est une séquence qui est co-mise en scène par Louise Chevillotte. Et effectivement, les éclairages, en 1908, dans la plus grande partie de la France, il n'y avait pas d'électricité. Donc on ne pouvait pas traverser sa maison la nuit sans transporter son éclairage, à moins de se casser la gueule. Et en fait, c'est assez magnifique, je dis magnifique parce que j'y suis pour rien, c'est tout de suite beau, un acteur qui s'éclaire lui-même. Ça donne des acteurs qui s'éclairent eux-mêmes, et qui jouent en s'éclairant le visage. Et c'est dans un deuxième temps qu'on pense aux peintres, et que les caméras numériques le permettent aujourd'hui. Je veux dire on n'est plus dans l'audace de Stanley Kubrick quand il tourne Barry Lyndon en pellicule, et que c'est une prouesse extraordinaire. Les caméras numériques d'aujourd'hui donnent une liberté dingue. Et ça fait quoi de jouer justement dans un film d'époque ? Jouer dans un film d'époque, il y a toujours toute la dimension de décor, de costumes. Les costumes et le décor, ils aident toujours dans les films. Mais là, ça nous oblige à aller très très loin de nos habitudes. Donc, par exemple, porter un corset ou des chaussures ou des vêtements qui sont très lourds parfois aussi. Ça dépend. Ou très serrés au niveau des bras. Parce que c'est comme ça à l'époque. Et ça aide beaucoup au jeu, c'est très amusant de jouer avec ça. Ça met tout de suite dans l'ambiance en fait. Oui, et même la façon de parler. Si par exemple on va avoir un film plus contemporain, ça va se rapprocher de notre façon de parler. Donc ça va être, si on va dans une improvisation, ça va être plus instinctif. Alors que quand c'est d'époque, les mots ils étaient prononcés d'une autre façon. Donc c'est comment réussir à pas y penser mais à l'intégrer à nous. Et c'est un autre travail de préparation. Donc c'est hyper intéressant. Dernière question, vous avez beaucoup tourné avec ce film en avant-première un peu partout en France. Quels sont un peu les retours du public ? Ça fait énormément parler et ça fait énormément penser. Et moi, ce que j'adore, c'est que ça me fait penser encore beaucoup maintenant et que je découvre des choses. Je crois que d'un bout à l'autre, j'ai fait ce film pour me bousculer. Et que la projection, puisqu'on parle de ça, puisque c'est ça qui se passe au moment, le film est projeté, je le vis comme une étape artistique à part entière, au même titre que l'écriture, le tournage ou le montage. J'ai l'impression d'être encore en train de le faire, le film. Et c'est très très émouvant pour moi. Et au niveau du jeu, est-ce qu'il y a des retours aussi du public ? En fait, les gens en général, ils vont me dire quand c'est bien, ils disent pas trop quand c'est c'est mauvais, sauf derrière leur ordinateur. Et ça encore, j'ai pas lu. Je sais pas si je lis pas trop ça.
Faut pas Mais se du coup, torturer. ça fait plaisir. Hein. Les gens, ils sont plutôt positifs. Non, en vrai, même on a des très bons retours. Eh ben, on n'a plus qu'à souhaiter aux auditeurs et aux auditrices d'aller voir le film. Donc, à partir du mercredi 10 décembre, ça va faire réfléchir plein de monde. C'est super. Et c'est aussi pour ça que le cinéma existe. Donc, merci beaucoup à vous et à très bientôt. Merci.